Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à cette table ronde pour la présentation du livre blanc du tourisme durable et des bonnes pratiques touristiques qui vient d'être publié et qui est l'œuvre de Made in Soft, le cluster de l'innovation numérique dans la région sud. Donc, à la tête de la petite équipe qui a travaillé à ce livre blanc, nous avons Delphine Bianchi-Limano, qui est la présidente de la commission tourisme de Made in Soft. Et elle va nous expliquer comment cette démarche est née, quelle idée vous avez eue pour rédiger ce livre blanc. Voilà, comment ça s'est passé. Il y a toujours une petite histoire derrière la naissance d'un document comme celui-là. Alors, c'est bon, on entend ? On entend très bien, hein, vous pouvez y aller. Merci. Donc déjà en 2019, bien avant la pandémie, c'est un sujet, on travaillait effectivement par rapport à la commission tourisme. J'ai échangé avec quelques acteurs du tourisme sur des sujets à aborder dans le cadre de cette commission, et le développement durable était déjà au cœur des préoccupations. Donc forcément, ça touche les clients, ça touche les collaborateurs, et quand on parle des clients, on parle effectivement du chiffre d'affaires de ces entreprises touristiques. Quand on parle des clients, on parle de la réalisation du service, on parle de tout en fait. Et donc c'est vraiment un sujet qui était déjà prégnant bien avant la pandémie. Pandémie arrivant, bien entendu, tout le monde se questionne sur qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du secteur, comment rebondir. Et le sujet, parmi d'autres, mais ce sujet-là perdure bien entendu. Là-dessus, les entreprises de l'innovation qui sont effectivement au cœur de l'activité de Made in Soft ont aussi des usages dans le tourisme et ne sont pas forcément très bien connus des acteurs du tourisme. Donc ça peut être le moment de les mettre en visibilité. En parallèle, les acteurs du tourisme, dans le cadre de cette pandémie, ont quand même beaucoup d'enjeux, parce que voilà, 13% c'est quand même le poids du tourisme dans le PIB régional. Donc pour que ce soit pérenne, il faut aussi utiliser ce levier. Et puis en même temps, on a des opportunités de financement qui sont importantes sur ce sujet, et c'est un véritable challenge pour les acteurs du tourisme pour arriver à s'y retrouver en fait, parce qu'il y en a de partout. Il y en a de la BPI, il y en a de la Banque des Territoires, il y en a de la région Sud, il y en a de l'État. Et voilà, on avait effectivement l'ambition, du coup, en plus de ça, ce sujet-là, il était assez peu traité. Quand on regarde au moment où on se penchait dessus pendant la pandémie, il y avait assez peu de documentation qui prennent vraiment l'angle tourisme, l'angle développement durable et l'angle innovation. Ça n'existait pas. Donc, on s'est dit, là, c'est vraiment un sujet pour la commission tourisme, et donc on s'est lancé dans ce projet de livre blanc sur les solutions innovantes et durables pour les acteurs du tourisme. Et parmi ces solutions innovantes et durables, vous avez identifié un certain nombre de solutions, d'acteurs du tourisme qui s'étaient déjà lancés dans une certaine forme d'innovation, développement durable. Et parmi eux, nous avons aujourd'hui sur cette tribune Pierre-André Aubert, qui est le fondateur d'un restaurant qui commence à avoir une petite notoriété à Marseille, et pas seulement d'ailleurs, puisqu'on a vu des sujets là-dessus dans les médias nationaux, la télévision. C'est Le Présage, qui a comme caractéristique première de tout cuisiner grâce aux rayons du soleil. Donc Pierre-André Aubert, qui en est un des fondateurs, va nous expliquer comment est née l'idée de ce restaurant, qu'est-ce que ça apporte en plus, et la deuxième question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que c'est vraiment le fait de cuisiner au solaire, est-ce que c'est ça qui attire votre clientèle, ou c'est ce que vous leur servez dans l'assiette, peu importe le mode de cuisson? Mais peut-être, voilà. Bon, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Pour faire un rapide historique, le projet est né il y a 8 ans d'un constat assez simple, de se dire que les produits locaux de saison
en circuit court sont les plus, en tout cas de mon point de vue, les plus intéressants à travailler en cuisine. La question se pose après, en cuisine, il faut de l'énergie pour travailler ces beaux produits. Et originaire de Marseille, je me suis demandé si on ne pouvait pas avoir de l'énergie locale. Et à Marseille, l'énergie locale, c'est forcément le soleil, et un petit peu le vent aussi, mais surtout le soleil. Et donc voilà, je me suis intéressé à cette époque-là, savoir s'il existait des fourneaux de cuisine solaire. Et il en existait, mais pas des fourneaux professionnels. Donc comme j'ai un parcours un peu atypique, puisque je suis ingénieur en aéronautique, en travaillant pour Airbus, Safran et d'autres grands groupes, je me suis reconverti il y a 12 ans à la cuisine en faisant un CAP. Et j'ai fait mes classes dans des belles maisons, dans la cuisine de rue. Et c'est cette double casquette qui m'a permis déjà de constater qu'il y avait peut-être un outil à inventer et de réunir le collectif et de le penser, cet outil, pour qu'aujourd'hui on ait un fourneau de cuisine qui fonctionne à l'énergie solaire. Dit simplement, c'est un grand miroir qui concentre la lumière et qui va chauffer par en dessous une plaque en fonte. C'est une plaque coup de feu pour ceux qui sont familiers avec ça dans les fourneaux, un piano de cuisine. Et on obtient 400 degrés au centre de la plaque, un peu plus même, ce qui nous permet d'avoir un feu fort. Et puis on déplace sur les côtés pour avoir les autres températures. On a un autre four également. Aujourd'hui, on est installé à Château-Gombert dans une version un peu légère, une version guinguette. Donc c'est qu'on a transformé un conteneur, notamment avec les artisans d'ici Marseille, donc en local, encore une fois, pour avoir une cuisine fonctionnelle et pouvoir accueillir les gens, alors certes en extérieur. Et voilà, ça marche super bien, très content. Et la suite va aller vers l'achat du terrain sur lequel on est, la construction d'un bâtiment bioclimatique et d'un jardin nourricier tout autour du projet, qui en fait représente un seul et même écosystème, parce que c'est un petit peu ça l'idée, c'est de se dire, il n'y a pas un bâtiment, le restaurant, et un jardin qui nourrit le bâtiment. C'est vraiment l'échange qu'il va y avoir entre les deux. Le jardin va nourrir le bâtiment, évidemment, mais l'activité du restaurant, avec ses soi-disant déchets, les eaux usées, les biodéchets, vont retourner dans le jardin. Le jardin qui va grandir, qui va être un peu plus humide, va créer de la fraîcheur pour le bâtiment, et ainsi de suite. On peut trouver plein de synergies en pensant en tout cas ce système restaurant-jardin comme une seule et même entité. Vous me demandez ensuite pourquoi les gens viennent dans un restaurant. Il peut y avoir deux raisons. La première est évidente, c'est parce que c'est bon et qu'on s'y retrouve au niveau qualité-prix. Et nous, évidemment, ça attire quand même, hein. C'est un petit peu atypique, on est les premiers en Europe. Donc à la fois, il y a des curieux technologiques, j'ai envie de dire, pas forcément des gastronomes, qui ont envie de voir l'outil, de voir comprendre comment ça marche et sont intéressés par ça en premier et sont agréablement surpris par la qualité de la cuisine par derrière. Mais il y en a d'autres aussi, de se dire, bon voilà, en fait, nous ce qu'on propose, c'est une cuisine simple, bistronomique, avec des produits du coin. D'ailleurs, j'en ai ramené un petit peu, on pourra peut-être en partager tout à l'heure, hein, et dans des consignes. Donc ça, c'est ce qu'on propose à nos clients qui sont sur le Technopole, d'avoir une consigne, de ne pas avoir de jetable et de nous la ramener quand ils repassent par là. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Checkout, qui viendra sûrement voir dans pas longtemps tous les autres collègues restaurateurs. Et voilà, c'est chouette. Et aujourd'hui, on est passé en fait de la curiosité technologique, entrepreneuriale, d'innovation, à une curiosité plutôt gastronomique, savoir qu'est-ce qu'on y fait dedans, comment on travaille la cuisine, comment on la pense la cuisine, et quelle est notre vision du futur délicieux que l'on transpose à travers un média qui est une assiette et qu'on fait partager à qui le veut bien venir. Merci beaucoup. Dernière petite question. Dans votre cuisine, on arrive à faire avec le four solaire, enfin avec votre plaque solaire, strictement les mêmes plats que dans un restaurant plus traditionnel. Il n'y a pas de limitation liée à la technologie que vous utilisez pour la cuisson? Alors il y en a une grande déjà, qui est la météo. Donc évidemment, on est obligé de jouer avec cette météo-là, peut-être faire de la mise en place un petit peu en amont quand on voit que la météo, là par exemple les vendredis, c'était pas ça, hein. Donc on a dû travailler un peu en avance. Et il y a aujourd'hui, l'outil qu'on a fait, il est capable de faire une grande variété de cuisine. On fait des poissons minutes à la commande. Par contre, un exemple que je prends souvent, c'est que c'est juste faire des pâtes. Et faire des pâtes, c'est cuire des grands volumes d'eau
pour un petit peu de céréales. Et en cuisine, on le sait bien, quand on doit faire bouillir un grand volume d'eau pour le service, c'est ce qu'on fait en premier parce que ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et donc, nous, on s'est dit, ben voilà, cuire des grands volumes d'eau, on va pas faire ça. Donc, on ne sert pas de pâtes, par exemple. On n'a pas un four à pizza non plus, bien que techniquement, ce soit vraiment faisable. Hein, c'est pas un problème. C'est que on a choisi d'avoir un outil, pour l'instant en tout cas, qui nous permet de faire une grande variété de plats, de cuisine. Et par la suite, on continue à développer 2-3 idées. On en a quelques-unes dans les poches là, pour continuer à s'amuser avec ce que nous proposent les éléments environnants. Ben, merci beaucoup, Monsieur Aubert. Merci à vous. Donc le Présage, un petit restaurant indépendant. Là, on va changer d'échelle. On passe à l'hôtel Intercontinental, qui est l'hôtel d'un grand groupe, un hôtel de luxe à Marseille, qui a ouvert dans les anciens locaux de l'Hôtel Dieu. On accueille aujourd'hui son responsable commercial, Laurent Colère. Vous allez nous expliquer comment le groupe Intercontinental et l'hôtel Intercontinental de Marseille s'est lancé dans une démarche développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire pour un hôtel de votre catégorie, hein, puisque dans les hôtels de luxe, on a quand même plutôt tendance à considérer que c'est l'abondance, c'est l'antithèse de l'économie et de la sobriété. Est-ce qu'on peut concilier justement des prestations hôtelières de très haut niveau avec le développement durable, de la sobriété environnementale expliquez-nous comment vous faites à l'Intercontinental. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, comme vous le dites, hôtellerie de luxe, grand groupe mondial. Voilà, plusieurs aspects à prendre en compte. Tout d'abord, au niveau du groupe IAG, donc c'est un peu plus de 5200, 5300 hôtels dans le monde. Et c'est aussi eux qui ont initié, il y a déjà un petit moment, cette dynamique. Vous vous souvenez de la tortue et de la paille. Donc on avait directement engagé l'interdiction des pailles plastiques. Et dès 2018, le groupe a pris l'engagement par rapport à toutes les mini-bouteilles de shampoing qu'on peut trouver, donc qui rejoint un peu la problématique de l'abondance, du luxe, d'avoir ces petits produits individuels, donc plastique à usage unique qui sortaient de la ville, de la destination. Donc dès 2018, le groupe a pris l'engagement pour cette année d'interdire ce service et de mettre à la place des dispenseurs, donc ça, c'est à mettre en place. Et effectivement, ça peut être un petit peu compliqué par rapport à l'hôtellerie de luxe, mais beaucoup de choses se sont passées depuis et la pandémie, je dirais, a nettement aidé, nous a ralenti beaucoup, a ralenti certains projets qu'on souhaitait mettre en place. Mais au niveau de la mentalité, que ce soit sur notre clientèle individuelle ou professionnelle, on sent qu'il y a un réel changement d'état d'esprit et que les gens, justement, on ne considère plus le luxe comme quelque chose dans l'abondance, mais plutôt comme quelque chose de vrai, de local et de direct. Donc nous, on n'a pas de grandes difficultés à pouvoir mettre en place certains projets. Certains ont été mis en pause. On a l'objectif de tout relancer en 2022. Mais voilà, la clientèle est vraiment amenée à changer énormément et vraiment recherche cette authenticité, ce local et vraiment plus dans l'abondance. Évidemment, il y a des prestations, je parlerai par exemple de la climatisation, ça c'est des choses qui seront difficilement, qu'on pourra difficilement enlever, mais la technologie peut nous aider aussi à aider à réduire au maximum, parce qu'il faut savoir que la climatisation ne marche pas quand les fenêtres sont ouvertes dans nos chambres, ne marche pas indéfiniment quand les chambres sont inoccupées, donc il y a la technologie nous aide à pouvoir faire ce lien entre réduire nos consommations, notre empreinte et avoir un service de qualité auprès de nos clients. Et en ça, le groupe nous aide également par sa dynamique de groupe international, mais aussi dans la volonté, entre guillemets, d'imposer auprès de nos propriétaires d'hôtels et de notre direction cette empreinte carbone, puisque c'est une valeur qui est jugée, comparée en termes hôteliers. Donc ça aide à ce qu'on tende vers des pratiques beaucoup plus éco-responsables. Et plus localement, il y a 2 ans maintenant, en prévision du congrès, on a voulu vraiment être en cohérence avec l'accueil de ce congrès ici à Marseille, de la destination, et donc on a pris plusieurs engagements localement. Donc vraiment indépendant du groupe, c'est vraiment la direction locale qui a souhaité avoir cet engouement. Donc d'une part auprès de Naturact, on a d'autres partenaires, des projets avec CDC Biodiversité sur la sensibilisation de notre clientèle affaires, à savoir essayer de compenser un petit peu le fait qu'ils viennent à l'hôtel par un abondement d'argent sur des projets locaux. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse et pour lequel on n'est pas inquiet sur le fait que ça va être accepté.
Donc c'est de la proposition, c'est pas imposé, mais on est vraiment voilà, de plus en plus, lorsque les agences, les entreprises nationales ou étrangères nous sollicitent, veulent savoir quelle est notre politique, quels sont les engagements mis en place. Et c'est vrai que sur l'année 2020, on a pu avoir, avec toute l'énergie de notre équipe, le label Clé Verte. Et ça, c'est très important, puisque le label montre directement à nos prescripteurs, voilà, nous sommes engagés, nous avons pris des mesures, elles sont validées, que ce soit sur l'éclairage en LED, la consommation de l'eau, le tri des déchets, différents projets sur l'utilisation des eaux de pluie au niveau de notre jardin, du compost, voilà, différentes idées qu'on a pu mettre en place et à venir très prochainement. Je ne vous cache pas que la crise avec les fermetures successives nous a quelque peu ralenti, parce que là on est un petit peu en mode survie, mais la direction est quand même là pour nous aider et on croit en cette valeur et on continue parce que c'est l'avenir de l'hôtellerie de luxe. C'est en lien avec le congrès vers la destination de Marseille, où le luxe authentique, c'est vraiment ce qu'on nous essaye de vendre à l'étranger en essayant d'inciter les gens à venir chez nous à Marseille. Et je suis ravi aujourd'hui de voir tout cet écosystème qui va dans la même direction et qui augmente et continue sur l'attractivité de notre destination. La bonne nouvelle, c'est quand même que la clientèle devient sensible à ces questions-là et choisit aussi ces destinations, ces lieux de séjour en fonction de ce qui est fait dans ce domaine. Oui, tout à fait. On sent les gens qui sont de plus en plus sensibles et qui nous posent des questions, que ce soit sur de la clientèle individuelle, qui essaye de trouver dans le lieu où ils souhaitent aller, trouver le meilleur hôtel qui correspond à leurs besoins. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire une prolongation des efforts que les gens font chez eux au quotidien et qui puissent retrouver ces mêmes choses à l'hôtel, qu'il n'y ait pas de disparité où sur un week-end on oublie tout ce qu'on met en place sur le reste de l'année. Nous vraiment, l'idée c'est qu'on puisse leur permettre de continuer, que ce soit sur la cuisine, le local. J'aimerais citer notre chef étoilé Lionel Lévy, qui est fortement impliqué dans ces problématiques, notamment avec son association Gourd Méditerranée, qui promeut le local, la saisonnalité. Donc effectivement, des tomates en décembre, on dira gentiment à notre clientèle que c'est pas possible, qu'on peut pas le servir, alors qu'il y a quelques années, c'était fallait tout dire oui à toutes les exigences. Mais sur ces sujets vraiment qui sont pour nous très importants, on se permet de dire non, c'est pas possible, mais on aura de moins en moins ce genre de demande. Les gens sont de plus en plus sensibilisés. Et au niveau de la clientèle professionnelle, comme je l'ai dit aussi, il y a un vrai impact. Les gens, ils ont une politique RSE de plus en plus importante. Ils sont audités également sur ces sujets-là, donc doivent avoir des partenaires, des prestataires qui sont sur la même lignée qu'eux. Et ça, c'est très intéressant, et notamment de la part des grands groupes, donc qui nous aident aussi. Donc voilà. Merci beaucoup, Monsieur Koller. Cette évolution de l'offre hôtelière, elle ne concerne pas que les grands groupes internationaux, elle concerne aussi les petits hôtels plus indépendants. Nous devions avoir avec nous aujourd'hui la directrice de l'hôtel Almanar Plage à Hyères, qui est engagée dans une démarche aussi éco-responsable assez innovante et assez importante. Malheureusement, comme elle est hôtelière, elle a une activité qui l'a empêchée d'être aujourd'hui parmi nous, puisque la saison n'est pas encore tout à fait terminée. Delphine Bianchini, vous connaissez cet hôtel, puisque c'est dans le cadre de ce travail autour du livre blanc que vous l'aviez identifié. Monsieur Koller parlait à l'instant du label Clé Verte qui est donné aux hôtels qui s'inscrivent dans ces démarches-là et qui ont des résultats affichés. Je crois que l'hôtel Almanar Plage là aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce label Clé Verte et savoir si c'était quelque chose qui aujourd'hui dans l'hôtellerie régionale prenait une certaine importance, une certaine audience? Oui, alors effectivement, l'hôtel Almanar a bien sûr le label Clé Verte et a vraiment poussé son engagement très très loin. Donc le label Clé Verte en fait partie, mais il n'y a pas que celui-là, il y a l'écolabel. Elle a effectivement poussé très loin la certification. Si effectivement je rebondis quand même sur ses particularités, elle a vraiment, en fait, en termes d'ADN, son hôtel a été construit en le pensant éco-responsable à la base. Donc absolument tout a été pensé dès le départ
dans cette perspective. Donc effectivement, on parle de l'énergie, on parle du bâtiment, on parle du chauffage, on parle de la gestion des déchets, on parle la consommation d'eau, des déplacements des clients jusqu'à l'hôtel. Elle a d'abord pris le prisme en fait de son propre petit écosystème dans l'hôtel. Qu'est-ce que je peux faire pour aller effectivement vers les clients et ensuite pour aller embarquer tout l'écosystème. Et en fait, elle a poussé son engagement très loin dans la mesure où elle s'assure de ne rien dépenser commercialement pour aller chercher des clients au-delà de sa zone presque primaire. Et pour les autres, elle a monté carrément, elle a développé une application qui s'appelle la calculette verte. Donc en ce sens, c'est vraiment un exemple clé que j'aurais bien aimé qu'elle soit là pour l'exprimer elle-même. Mais effectivement, dans ce livre blanc, puisqu'elle est à la fois hôtelière et à la fois innovante, parce qu'elle a elle-même créé cette application pour calculer en fait l'empreinte carbone. Les clients calculent avec cette application l'empreinte carbone qu'ils vont générer pour aller jusqu'à l'hôtel, et elle leur propose par la même occasion, comme en parlait aussi Florent, 3 associations dans lesquelles ils peuvent pardon ? Oui, tout à fait, exactement. Ils peuvent compenser le carbone qu'ils vont dépenser pour aller jusqu'à l'hôtel. Très bien. Donc elle a poussé vraiment très loin ses engagements. Et après, effectivement, si on parle du label Clé Verte, bien entendu, ça c'est un label qui a été nationalement connu et beaucoup plus maintenant encore, on peut aller jusqu'à l'international maintenant, et qui a été un des labels fer de lance de l'Office du tourisme de l'Office métropolitain du tourisme de Marseille, et justement dans le cadre de ce congrès. Et d'ailleurs, Marseille a été en 2019, me semble-t-il, la ville dans laquelle il y a eu le plus de lauréats, en fait, la Clé Verte d'un seul coup, puisqu'il y en a eu 9 d'un coup qui ont eu le label Clé Verte cette année-là. Ouais. C'était une très bonne nouvelle, celle-là, je ne la connaissais pas. Quand on parle de tourisme et d'acteurs du tourisme, dans la région, il y a une dimension importante, c'est le tourisme d'affaires, les congrès, puisque Marseille est une ville importante pour ça, Cannes, Nice, mais là on va se concentrer sur Marseille, puisqu'aujourd'hui on y est, et on va aussi poser la question des mesures de développement durable et des efforts qui sont faits dans ce domaine à Olivier Dudeuzière, qui est le directeur d'exploitation de la société anonyme de la Foire internationale de Marseille. Donc c'est lui qui nous reçoit aujourd'hui, puisque nous sommes sur le périmètre du Parc Chano, qui est le principal actif de la SAFIM, et donc le lieu de tous les congrès, de toutes les manifestations de tourisme d'affaires importantes à Marseille. Quand on est une société de la taille de la SAFIM, qu'on existe depuis aussi longtemps, qu'on organise chaque année la Foire internationale de Marseille, et puis des dizaines d'événements comme celui-ci, enfin pas forcément des congrès mondiaux tous les 3 mois, mais des manifestations d'envergure quand même, de manière tout à fait régulière. Comment on réfléchit le développement durable, comment on réfléchit les nouvelles exigences aujourd'hui de la clientèle, du public, pour l'organisation de ce type de manifestation. Je sais que la SAFIM s'est lancée dans ces démarches-là il y a longtemps. Vous allez nous en faire un petit résumé et nous expliquer aujourd'hui, sans empiéter sur le domaine du Congrès mondial, un peu dans quelle démarche vous vous êtes inscrit dans la durée, et puis spécifiquement pour ce Congrès mondial, pour essayer de minimiser au maximum les empreintes carbone, d'économiser au maximum l'énergie, l'eau, de trier les déchets, enfin de faire toutes les choses qui relèvent aujourd'hui du développement durable et qui motivent de plus en plus de gens. Bien, bonjour, merci. Déjà, je me suis régalé d'écouter les interventions précédentes parce que j'apprends toujours plein de choses et c'est toujours un plaisir. Un petit clin d'œil à donc la représentante de l'hôtel Elmanar qui n'a pas pu venir. Oui, Nathalie Artaillé, c'est son nom, vous ne l'avez pas cité. Je vois bien le genre de problème qu'elle peut rencontrer. Moi-même, d'ailleurs, je n'ai pas pu venir, donc je vais intervenir depuis mon lieu de travail. Et je n'avais pas d'autre possibilité, sinon je n'aurais pas pu être là. Écoutez, pour vous parler de l'engagement de la SAFIM en matière de développement durable, il faut d'abord vous dire qu'au départ, quand nous avons commencé à le faire, on n'en avait pas conscience. C'est-à-dire qu'on a fait les Monsieur Jourdain du développement durable, vous voyez. Ouais. Au démarrage, il y a un certain nombre d'actions, il y a 20 ans, comme ça, par exemple, en faveur d'aspects dont on ne parle pas toujours, comme par exemple
la santé au travail et donc l'ergonomie au travail, qui font partie du développement durable aussi. Il faut aussi se préoccuper de l'humain et de faire en sorte que le travail ne soit pas facteur de maladie ou de souffrance. Et ça se fait à la conception de bâtiments. Et donc, il y a une vingtaine d'années, nous étions dans une phase où la SAFIM s'apprêtait à investir dans son outil de travail qui est Chano. Il y avait un certain nombre de constructions à prévoir et d'investissements à réaliser. Et donc, on s'est posé un certain nombre de questions pour rendre ces futurs bâtiments plus vertueux, plus adaptables, plus pérennes, plus durables, favoriser les économies d'énergie, favoriser l'ergonomie, je viens de vous en parler. Et ça a commencé comme ça. Et à l'époque, encore une fois, on n'en avait pas forcément conscience, quoi. Voilà, on l'a fait parce qu'on pensait que c'était une nécessité. Et puis ensuite, on a eu un certain nombre d'événements qui sont venus jalonner ce parcours. Et ces événements sont successivement, comme ça, venus nous challenger les uns après les autres. Alors ça a été par exemple le congrès européen de l'énergie éolienne, donc forcément un peu porté sur la question, et donc qui dès 2007, pour la candidature de ce congrès qui a eu lieu en 2009, nous challengeait comme ça sur ces domaines-là, et donc on a eu assez tôt les premiers organisateurs qui sont venus nous amener leurs exigences. Ce sont des exigences qui font grandir, donc c'est extrêmement positif. Et dans ces grands rendez-vous comme cela, on peut citer ensuite le Congrès mondial de l'eau en mars 2012, qui forcément et bien logiquement avait une exigence sur ces sujets-là. Et puis, bien entendu, le Congrès mondial de la nature, où les organisateurs sont arrivés dès le départ avec un souci d'héritage, c'est-à-dire quelles sont les bonnes pratiques que vous allez mettre en place sur le territoire et qu'est-ce qu'il va en rester une fois que nous serons partis. Et donc, cette notion d'héritage, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place dans toutes les actions. Comment est-ce que les actions qu'on met en place pour un événement international, comme ceux que je viens de vous citer juste avant, vont pouvoir rester ensuite et bénéficier aux suivants, y compris les beaucoup plus modestes? Et comment on va pouvoir proposer comme ça à des organisateurs des bonnes pratiques qu'on aura mis en place grâce à des locomotives comme celle-là. Donc par exemple sur ce congrès, pour revenir à votre question, et très concrètement sur ce congrès, on a passé un très gros cap en matière de gestion des déchets, et je vais reprendre le mot utilisé tout à l'heure, pas des déchets, des dits déchets, puisqu'en fait on préfère parler maintenant de gisement. Donc sur ce congrès, on a une opération qui consiste à surtrier tout ce qui est produit sur le congrès, et on a 14 filières sélectives ensuite derrière qui nous permettent d'amener ça en valorisation au bon endroit, et justement pour que ça ne devienne pas des déchets, mais que ça soit valorisé et que ça ait une nouvelle vie. Et ça, typiquement, c'est quelque chose donc, qui existe depuis plusieurs années à Chano, qui passe un gros cap grâce à ce congrès et qui va bénéficier demain à tous les autres organisateurs, y compris aux événements organisés par la SAFIM, comme la foire, vous en avez parlé il y a quelques instants, à qui on va faire passer successivement comme ça des caps pour la rendre plus vertueuse. Pour continuer sur les autres actions, vous avez cité bien entendu l'économie d'énergie. Et ça, on est convaincu que ça passe par une voie qui peut paraître étonnante, qui est la formation. C'est-à-dire que quand on parle d'économie d'énergie, bien sûr, on parle d'isoler, d'avoir des performances énergétiques ou d'avoir de la technologie, comme ça a été cité par mon confrère de l'Intercontinental. Mais on peut aussi investir dans la formation des équipes pour leur apprendre le bon geste. Et on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui peuvent être concernées par le bon geste pour économiser l'énergie. Ça peut être, par exemple, l'équipe de la société nettoyage qui intervient à 4 heures du matin et qui va allumer que les zones dont elle a besoin, juste au moment où elle en a besoin. Ça peut être l'équipe terrain qui va apprendre à ajuster la bonne température au bon moment et juste au moment où on en a besoin, pas avant, pas après. Et qui va ainsi dépenser de l'énergie, certes, pour chauffer ces grands volumes ou les climatiser, on ne va pas se raconter de bêtises, mais juste pendant le temps nécessaire. Et tout ça, ça touche la formation. Et ce qui est très intéressant quand on touche la formation, c'est qu'on se rend compte qu'on touche à des choses qui sont culturelles et qu'il faut accepter que ce soit sur un temps long. On ne change pas la façon de faire des équipes comme ça, du jour au lendemain, en faisant une certification, par exemple. Donc nous sommes certifiés ISO 20021 depuis un peu plus de 4 ans. Mais amener les équipes là-dedans, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail sur le long terme. C'est un travail qui doit toucher tous les niveaux, tous les étages, toutes les professions, tous les collaborateurs et tous les prestataires. Et je finirai avec ça, si vous voulez bien, et c'est une de nos fiertés sur cet événement, c'est qu'on a amené certains de nos prestataires sous-traitants avec nous dans cette aventure, en leur disant, vous voyez ce qu'on est en train de faire, on vous ouvre la voie, venez avec nous, on vous aide. Donc notre responsable développement durable a aidé certains de nos prestataires à mettre en place leurs propres actions, ou voire même pour certains d'entre eux à aller se certifier eux-mêmes. Et ça va encore une fois bénéficier à tout le territoire.
Et les organisateurs du Congrès mondial de la nature, donc notre client, le ministère de la Transition écologique, a été, il faut croire, réceptif à ces arguments, puisque 2 des prestataires locaux de la SAFIM, qui sont toute l'année à nos côtés sur Chano, ont remporté individuellement des marchés, et pas des petits, et sont donc prestataires sur ce congrès, qui fait travailler donc encore un peu plus d'entreprises du territoire, qui font de la retombée économique sur le territoire, avec des gens qui travaillent ici, qui vivent ici, qui consomment ici, qui habitent ici, et qui, du coup, vont ressortir de ce congrès avec un savoir-faire qui sera majoré de l'expérience de cet événement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dudiezer. Le développement durable et les bonnes pratiques en matière de tourisme, c'est aussi affaire d'innovation et de numérique. On accueille à cette tribune Vincent Richet, qui est le directeur de la COC, qui est justement le lieu d'innovation et d'événements aussi de la métropole Aix-Marseille-Provence. Vous encouragez les start-up et les entreprises du territoire à agir positivement dans ce domaine, mais vous-même en tant qu'organisation, vous êtes aussi dans une démarche de cette nature-là. Expliquez-nous voilà, comment ça se passe chez vous. Quelle est cette dimension de développement durable, comment vous l'intégrez et comment vous comptez la faire prospérer au fil du temps dans vos différentes implantations, puisque vous allez, je crois savoir depuis peu, essaimer sur le territoire et pas être seulement présent à Marseille. Vincent Richet. Merci Hervé. Oui, donc nous on est un acteur récent, alors plutôt dans l'innovation et le numérique qui est aussi consommateur d'énergie, donc on se doit d'y faire attention. Donc on est là aussi pour référencer un peu toutes les entreprises qui agissent sur le territoire. Donc on en a passé quelques-unes aux équipes de Delphine pour monter le livret blanc et détecter des solutions qui peuvent servir à tout le monde. Au contraire d'Olivier, Laurent, on est un petit lieu, on fait que 426 mètres carrés, donc il y a des solutions qui ne sont pas encore adaptées en fait, sur des usages mutualisés. Donc c'est vrai que quand on n'a pas une taille critique, il faut trouver une solution intermédiaire. Donc nous, le lieu a été pensé au démarrage en termes de consommation, parce qu'évidemment, étant un lieu numérique avec beaucoup de consommation potentielle, que ce soit par ses écrans, par sa consommation Wi-Fi, électrique, donc on a mis la LED, enfin voilà, toutes les choses qui vont bien. On a mis aussi beaucoup de systèmes qui détectent les présences et autres pour consommer le moins possible. Dans nos usages Internet et autres, pareil, on préconise des usages de détruire énormément toutes les pièces jointes, les mails qui ne servent plus, allumer ou éteindre les éléments de consommation Internet au moment où il faut. Donc ça, c'est dans la base du lieu. On a aussi la chance d'être sur un territoire qui s'appelle Euroméditerranée, qui était un peu en avance, hein, c'est un peu une smart city, c'est vraiment la révolution de Marseille dans Marseille. Et donc on a la chance qu'à cette époque-là, Engie avait développé une boucle eau, chaud-froid, en allant chercher de l'eau dans la fosse. Hein. On ne rentrera pas dans les détails techniques, mais ce qui nous permet d'être très peu consommateurs de carbone et d'avoir une gestion du chaud et du froid sans utiliser les solutions traditionnelles. Et depuis, nous, on va avoir 4 ans. On était parmi les premiers à se raccorder à cette boucle. Maintenant, il y a les docks qui se sont accordés. Enfin, tous les nouveaux bâtiments sur Euromède 1, qui est le premier quartier que tout le monde connaît, sont sur cette boucle d'Engie. Et sur Euromède 2, qui est la deuxième phase qui va dans les 10-15 ans, là, ce sera une boucle d'EDF, une belle répartition des énergéticiens sur Marseille, qui va permettre à tout le quartier, tout ce nouveau quartier, de aussi bénéficier cette consommation bas carbone sur tous les bâtiments en fait. Parce que c'est vraiment des solutions plutôt pour des gros bâtiments et qui permettent d'utiliser des systèmes soit existants qui se connectent, soit des nouveaux systèmes qui permettent d'être encore plus efficaces. Donc ça, c'était le début. Après, on a toujours un peu agi pour essayer par rapport à ce qu'on faisait naturellement dans l'équipe, de pouvoir l'appliquer aussi. On sait que dans l'événementiel, on est très consommateur de beaucoup de choses. Hein. Pour faire un exemple simple, on avait au tout début à peu près 5 gros sacs de poubelles par jour, ce qui n'est pas grand-chose pour tous les gros autres lieux, mais à notre niveau, c'était beaucoup. Et on a réussi à passer à moins d'un sac par jour. Donc par plusieurs façons, donc du tri. Simplement, on n'est pas assez gros pour aller avec des entreprises de tri, donc on le fait nous-mêmes. On a la chance en plus à Marseille, c'est pas toujours le cas dans tous les quartiers, d'avoir vraiment le recyclage sur place. Donc voilà, on a séparé
tous les éléments verre, plastique et autres pour pouvoir les séparer et qu'ils soient recyclés derrière. On a un petit verre là de plastique réutilisable, et ben on a mis ça en place avec une entreprise locale aussi, très rapidement. Remplacer tout le plastique usage unique voilà, par du bois, du bambou, ou alors du verre et de la porcelaine quand vraiment l'usage en a besoin, mais on essaye le moins possible. Voilà, parce que derrière, on les lave et donc ça consomme aussi de l'énergie. On a fait tout ça. On a décidé d'aller plus loin aussi. Le premier confinement nous a permis de réfléchir parce que dans l'événementiel, on a la chance d'avoir eu 3 mois où on n'a rien fait, entre guillemets, en tout cas sur place. On n'avait plus le droit de retourner dans nos lieux. Donc pendant 3 mois, on a travaillé et on s'est dit, on fait plein de choses. Comme disait Olivier, on n'était pas forcément conscient aussi de faire plein de choses. Et on a travaillé sur une charte RSE. Alors pour nous, entre guillemets, pour déjà mettre en exergue ce qu'on faisait, parce qu'on en faisait pas mal, mais aussi pour engager notre écosystème. L'objectif étant d'imposer des choses, notamment sur la gestion des verres et autres, parce que tout le monde utilisait encore un peu, si on parle de traiteurs, l'usage du plastique unique. Donc leur imposer un changement complet, mais c'est sur plein d'autres choses. Et même certains étaient déjà aussi engagés. Donc ça a permis aussi d'avoir chacun a signé aussi une charte, et donc ça permet à tous nos prestataires aussi d'aller plus loin en fait. C'est-à-dire qu'en mutualisant les engagements, on arrive à avoir des engagements qui sont plus forts et en groupe, et donc qui nous permettent aussi voilà, d'avoir une surface plus importante étant toujours un petit lieu. On a décidé aussi d'avoir un impact pour notre territoire. Alors oui, on sème, on explique, on est là pour sensibiliser, mais pour sensibiliser, il faut aller plus loin. Olivier parlait de formation interne. Nous, toute l'équipe est hyper, alors on est 7, donc c'est plus facile aussi, mais hyper engagé, mais on a décidé de monter 3 programmes de formation sur la RSE. Donc ça, engagement social, développement durable, c'est une chose, mais sur le management et la RH, parce que tout est lié dans la gestion des entreprises, comme l'expliquait Olivier. On ne peut pas juste avoir des normes, il faut aussi que nos collaborateurs et nos managers appliquent tout ça au quotidien. Donc on a distillé ces 3 programmes de formation pendant le premier confinement, qu'on a lancé en septembre 2020, voilà, pour aider les entreprises et les collectivités du territoire aussi à s'engager et à aller plus loin. Pas forcément que dans du réglementaire obligatoire qui sont imposés dans les grands groupes, mais aussi pour des entreprises quotidiennes, et même pour des entreprises qui font des choses mais qui ne savent pas qu'ils le font, ou en tout cas ils ne savent pas que ça a une vraie notion d'engagement et de RSE. Donc on a poussé là-dessus, et puis là depuis la rentrée, on a décidé aussi de mettre en avant, si on a un rôle de vitrine sur le numérique, sur l'innovation, de mettre en avant aussi des associations sur des engagements précis en rapport avec ce qu'on fait chez nous et puis notre territoire. Donc Pure Océan sur la partie mer et océan, parce qu'on est à côté de la mer, donc sur des engagements en développement durable. Earthship Sister sur l'entrepreneuriat féminin, parce que pour nous, il est important de travailler sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur la mise en avant des femmes, parce qu'elles ne se mettent jamais assez en avant, elles ne pensent jamais qu'elles sont assez importantes pour être au niveau d'un homme, ce qui est bien dommage. Donc il faut aller les chercher, et donc là, c'est un vrai programme pour aller chercher des femmes et les aider à construire leur entreprise. Et enfin, on est avec Emmaüs Connect sur tout ce qui est inclusion autour du numérique, que ce soit sur le recyclage informatique, mais aussi sur les cours pour les personnes âgées et les enfants. On le faisait déjà avec une start-up qui s'appelle Go Digital, où on donne des cours de code, donc depuis le début, qui est une start-up de Marseille et qui donne des cours aux enfants. Et donc on voulait aussi une solution qui permette d'aider les personnes qui sont un peu moins douées avec l'informatique et le numérique. Merci beaucoup Vincent Richet. On est ravis de constater que la coque n'est pas une coque vide. Dernier domaine important du tourisme régional. Oui, le mot n'était pas forcément très heureux. Donc, dernier domaine important du tourisme régional, la croisière, qui occupe une place de plus en plus vaste, à la fois sur le port de Marseille et dans l'économie du tourisme régional. Pour en parler, nous avons sur cette tribune Jean-François Suas, qui est président du Conseil de développement du Grand Port Maritime de Marseille, mais surtout président du Club de la Croisière, qui a beaucoup œuvré justement pour faire de Marseille une escale importante sur la route des grands paquebots. Alors bon, ces dernières années, ça ne s'est pas super bien passé pour vous. Il y a eu au niveau même, on dit local, mais pas seulement local, au niveau mondial, une espèce de mouvement de croisière bashing, on va dire. Ça a concerné Marseille avec
on reprochait aux bateaux de rester moteur allumé à quai et de polluer l'environnement et singulièrement les poumons des habitants des quartiers nord qui étaient près des bassins où ces bateaux stationnent. Il y a aussi eu, beaucoup de gens ont pu le voir, du croisière bashing à Venise où les grands bateaux arrivaient quasiment jusqu'au bord de la place Saint-Marc. Voilà, enfin, bref, c'était. Puis là-dessus est venue se greffer la pandémie qui a quand même mis un coup d'arrêt au développement de cette filière. Pour autant, ça reste un mode important de tourisme. On a vu, je crois que c'était la semaine dernière, les chantiers navals de l'Atlantique ont mis à l'eau le plus grand, ce qui est aujourd'hui, jusqu'au prochain, le plus grand paquebot du monde. Donc c'est quand même un domaine qui reste très important et qui croit encore en son avenir. Son avenir passera nécessairement aussi par une adaptation de ses pratiques et de ses habitudes en matière de consommation énergétique, de comportement au port et toutes ces choses-là. Donc Jean-François, expliquez-nous comment, au Club de la Croisière à Marseille, on combat ce croisière bashing et comment concrètement on se met en accord avec l'air du temps et les nouvelles exigences de la société qui ont été encore un peu plus renforcées par la pandémie. Absolument, c'est un bon résumé. Juste un petit mot pour remercier Maxime qui nous a donné un bon exemple de cuisine solaire, puisque ceux qui sont malheureusement pas comme lui, mais enfin j'ai vu qu'il amenait des rafraîchissements pour la suite aussi, donc c'est assez intéressant. Et surtout Delphine, ça c'est un petit clin d'œil parce que le lieu est magnifique et j'aime beaucoup ce que fait Maxime. Et évidemment Delphine, en termes de leadership féminin, elle est la seule sur ce plateau, donc ça nous interrogeait, mais elle a fait un travail formidable, elle est bénévole, souvent comme beaucoup de gens qui se penchent. Et d'amener l'innovation dans le tourisme, c'est capital, ou d'amener le tourisme dans l'innovation. Donc voilà, c'est vraiment ce livre blanc qu'il ne faut pas oublier, on est tous là pour ça. Et j'inviterai tout le monde à y jeter un œil quand il sera d'ailleurs imprimé et disponible partout, parce que c'est vraiment important. Maintenant, pour revenir à la croisière, je peux répondre à des milliers de choses, mais j'essaierai de vous donner une vue d'ensemble. On parle de tourisme, mais on va parler aussi du port, parce qu'il y a deux sujets. On ne va pas rester très longtemps dans le port, puisqu'on est... Mais vous voyez, par exemple, les boucles d'eau dont a parlé Vincent, c'est évidemment le GPMM qui est à l'initiative, et on l'oublie un peu souvent. Si on regarde aussi les panneaux solaires dans Marseille, il y en a pas presque sur tout le hangar maintenant du port. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça ailleurs, etc. Donc je pourrais vous développer beaucoup sur le bashing aussi qui est fait sur le port, mais on va rester que sur les croisières. Alors moi, je ne suis pas armateur de croisière. Donc un bateau s'est construit dans un chantier naval. Il se trouve qu'on en a un qui est performant en France. Et croyez-moi, aujourd'hui, si on se pense simplement sur le bilan énergétique d'un individu à bord, sur le bilan de ses déchets, etc., il est évidemment beaucoup moins important lorsqu'il est sur un bateau que lorsqu'il est à terre, qu'il se chauffe lui-même, qu'il utilise une voiture ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. C'est que l'innovation sur les bateaux, elle est portée par les chantiers, évidemment, et par toutes les sociétés, dont beaucoup de sociétés françaises, évidemment. Quand le prochain bateau d'MSC, par exemple, qui sortira, c'est déjà fait pour d'autres, mais sera au gaz. Donc ce sera la première fois qu'un chantier français construit un bateau au gaz, etc. Donc il y a toutes sortes de choses. Il y aura des piles combustibles à bord. Donc, mais c'est un débat qui est très technique. Moi, je suis ingénieur de formation, mais je ne voudrais pas trop qu'on rentre là-dedans. Je voudrais qu'on se place surtout sur l'idée du territoire, puisque nous sommes à Marseille, et qu'effectivement, il y a des initiatives qui ont été faites par le Club de la Croisière, auquel, c'est un message que j'envoie aussi, qui ne reçoit pas un seul euro des compagnies de croisière. Donc c'est vraiment un outil au service du territoire. Évidemment, on a des clients, malgré tout, quand des croisiéristes viennent ici, mais ce sont plutôt des individus que des bateaux. Les clients, les bateaux, c'est le port qui les gère. Évidemment, moi, j'ai plutôt l'impression de gérer, avec le Club de la Croisière, cet accueil. Cet accueil, pour rester... j'aime bien aussi ce qu'a rappelé Olivier, c'est qu'on a des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils vont sur un bateau, rêvent. Hein, nous tous. Alors, il y en a un qui préfère le kayak, il y en a bien un pointu. Moi, j'y vais avec une pilotine, puisque mon métier, c'est d'être pilote. Mais on a tous ce rêve de la mer. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un grand mépris de classe pour ceux qui montent sur les paquebots, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'hyperluxe jusqu'au secourisme de masse, qui est assez incompréhensible, qui vient effectivement Venise. Les armateurs demandent depuis des années de quitter Venise, mais qu'on leur donne un ticket pas très loin, ce qu'on n'a jamais fait. Parce que c'est eux qui demandent de quitter Venise. Ils ont bien compris que le problème mécanique, hydraulique de Venise, il est lié. Par contre, quand vous posez la question, juste pour faire parce que Venise, c'est important quand même dans la croisière, vous posez la question, il y a 22 millions de touristes à Venise, avec 300 000 gens qui vivent dans la lagune, un peu plus autour, mais la lagune, c'est vraiment 300 000. Donc là, il y a vraiment un tourisme de masse. Mais quand vous leur posez la question à tous, ils vous disent, nous, si on peut garder
garder les bateaux, tout le reste, par contre, enlevez-nous, mais les bateaux, on les gardera. Mais par contre, le bateau, mécaniquement, hydrauliquement, pose un vrai problème. Et enfin, il y a quelques quais qui seront disponibles à l'extérieur et seuls les petits bateaux rentrent dans Venise, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde, y compris pour moi, pour gérer la croisière dans le reste du monde. Et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, les gens qui viennent sur ce territoire, nous, notre rôle, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer dans le livre blanc, il y a les connexions électriques à quai, tout ça, tout le monde sait qu'on va le faire, c'est des millions d'euros, c'est de la grosse technologie, c'est assez complexe, ça viendra qu'en 2025 malheureusement. C'est très important. C'est très important parce qu'on sera quasiment les premiers au monde à le faire. On le fait déjà pour les ferries, on fait beaucoup de choses dans Marseille, on a les premiers bateaux au gaz, on a le premier ravitailleur, c'est-à-dire une petite barge qui mettra du gaz sur les bateaux, ça n'existe nulle part ailleurs, en Méditerranée, on sera les seuls à l'avoir. Donc tout ce qui est raconté est une fable souvent. Les études mondiales, moi je tiens à le préciser pour terminer la parenthèse sur l'air, parce qu'on va parler plutôt de choses positives, mettent systématiquement depuis 4-5 ans qu'elles existent, parce qu'il faut des satellites, il faut beaucoup de moyens, mais il y a des études qui sont faites sur les SOx, les NOx et les particules, et Marseille est toujours dans le premier tiers mondial ou européen des villes les moins polluées. Et quand on regarde en France, alors le combat avec Paris, il est grand, mais Paris est beaucoup plus pollué. Il n'y a pas de bateau. Le Havre et Dunkerque est beaucoup plus pollué que nous, Lyon et Grenoble. Donc vous voyez, on apparaît plutôt bien dans ce classement. On voit que la France est vraiment coupée en deux. L'Ouest est très peu pollué. L'Est l'est beaucoup malheureusement, pour de multiples conditions. Mais là, je laisserai parler les spécialistes de la chimie et de l'atmosphère. Par contre, nous, ce qu'on s'est attaché de faire avec le Club La Croisière depuis plus de 5 ans, parce que quand je suis arrivé, dans les statuts, je l'ai mis dedans, c'était de trouver ce qu'on appelle le chemin de l'acceptabilité sociétale. C'est-à-dire que ces gens qui viennent est une belle expérience, sinon ils ne reviendront pas. Donc c'est quand même l'idée. Il y a 300 000 Américains, par exemple. Je ne suis pas sûr, Cédric pourrait nous le dire, et je ne suis pas sûr qu'à l'Intercontinental, on en reçoit autant, malheureusement, dans tous les grands hôtels marseillais. C'est une réalité. Et ces gens-là, il faut bien les accueillir. Et ils ont, en tant que passagers, exactement comme les clients de l'Intercontinental, envie de quoi? D'une empreinte qui soit la plus limitée, d'une expérience locale, etc. Et c'est ce que nous essayons de faire avec plein de thèmes. Donc c'est effectivement un inventaire à l'après-vert, mais disons que c'est notre obsession, c'est de rendre aujourd'hui, sur tous les plans, évidemment celui de l'environnement en particulier, l'expérience des croisiéristes. Alors il y en a qui vont toujours choisir de monter dans un bus, mais à ce moment-là, on essaye qu'ils soient sur la norme 6, etc. Donc on va travailler sur l'euro. Et par contre, il y en a qui vont préférer aller en kayak dans les calanques, etc. Mais chaque fois qu'on va proposer une excursion, chaque fois que... Donc c'est notre volonté maintenant depuis 3 ans, si vous voulez, c'est dans la partie, on va dire, purement touristique. Évidemment, là, je pense qu'aujourd'hui, la partie industrielle, on l'a bien gérée, puisqu'on fera des annonces, je ne peux pas les faire ici, mais d'ici la fin de l'année, j'espère, définitives sur les connexions à clé, sur une charte bleue qu'on a signée, etc., qui est unique au monde, à Marseille en 2019. Je ne reviendrai pas dessus, c'est vrai qu'il faudrait toujours communiquer. Bon, on a une compagnie qui est Ponant, qui est une compagnie de luxe, certes, mais qui est là, dans tous les classements mondiaux, c'est la première compagnie en termes d'environnement. Il y a des classements qui sont faits par NABO, qui sont faits par des associations environnementales. Il y a des dizaines de compagnies, il y en a même une trentaine, si vous voulez. Elle sort number one. Elle est à Marseille, 500 emplois, etc. Donc tout ça, je crois qu'il faut remettre un peu de l'humain. Personne n'a envie de polluer. J'ai jamais rencontré un capitaine de bateau, un armateur autre qui me disait « mais moi ça me plaît ». Par contre, c'est vrai qu'il y a du combustible à bord. Il ne faut pas le nier. Donc il faut trouver toutes les solutions. Et justement, la technologie aujourd'hui, on va être sans doute un des premiers pays au monde à connecter de manière forte des bateaux, à avoir on réduit la vitesse, les paquebots rentrent à 10 nœuds dans Marseille, non pas à 20 comme les ferries, etc. Donc il y a toutes sortes de choses qui ont été faites. Beaucoup de gens veulent les occulter. Bon, c'est comme ça. Moi, je communique, vous savez, je tiens une route, je suis bénévole dans ce que je fais. Ça me donne beaucoup de liberté. Et sincèrement, les gens avec qui on travaille, ils sont 3000 sur le territoire. Il y a 3000 emplois qui dépendent directement de la croisière sur Marseille. Ils sont tous passionnés, ils ont tous cette préoccupation d'amener des passagers dans les meilleures conditions pour justement limiter au maximum leur empreinte environnementale. Les déchets à bord, par exemple, d'un bateau sont parfaitement bien gérés, vous pouvez l'imaginer. Il n'y a rien qui sort de ces bateaux-là et qui ne soit pas reconditionné et autres. Donc voilà, c'est un peu long d'expliquer tout ça. Ce qui est certain, moi je veux vraiment rendre hommage à Delphine d'avoir pu mettre en valeur ce qui est fait par des acteurs du territoire, parce qu'en fait, finalement, ce sont des dizaines de sociétés qui viennent récupérer ces passagers, qu'il s'agisse de l'autocariste, du taxi haute, chacun aujourd'hui a bien compris le message, chacun a envie de progresser. Je vois, il y a des gens très importants de la région sud qui nous regardent. Évidemment, un des grands pilotes de tous ces projets-là, c'est quand même la région aussi, à qui je dois rendre hommage aussi, qui s'est saisie avec cette COP d'avance de nos sujets, qui est aussi un grand financeur de tout ce que nous faisons. Donc tous, et je pèse bien mes mots, c'est-à-dire avec une intelligence collective, un travail collectif, on est sur un chemin.
Je vais dans tous les ports du monde, j'ai fait ça toute ma vie, depuis l'âge de 18 ans, j'ai navigué. Je suis à peu près certain aujourd'hui, à part peut-être en Alaska, où il y a des choses qui se font depuis des années sur la connexion électrique à quai, on est des leaders mondiaux de cette innovation et de ce leadership environnemental. On n'a pas à en rougir. Et d'ailleurs, la présence de l'UICN aujourd'hui nous le rappelle. Je ne crois pas qu'ils auraient choisi Marseille si Marseille était la ville la plus polluée d'Europe, comme souvent on le dit. Il n'y a que les Marseillais qui le disent, hein. Mais et certains d'ailleurs en particulier, ils ne seraient pas venus, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire. Très bien. Merci beaucoup, Jean-François Suas. Avant de laisser la conclusion à Emmanuel Delannoy, secrétaire général de la branche française de l'UICN, qui est donc un peu aussi notre hôte, à l'image de M. Dudézer, j'avais envie de redonner la parole à Delphine Bianchini, parce qu'on parle beaucoup de ce livre blanc. C'est même la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. On sait que malheureusement, le sort de certains livres blancs, c'est après avoir suscité un certain intérêt au moment de leur présentation, ce qui est le cas aujourd'hui, ça a une petite tendance quand même à se retrouver sur une étagère à prendre la poussière et à pas forcément vivre une vie normale. Donc j'imagine que c'est une dimension à laquelle, à la commission de tourisme de Made in Soft, on a réfléchi. Et donc qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez créé pour que ce livre blanc vive sa vie normale, touche tous les acteurs du tourisme dans la région et une conséquence positive pour la pratique touristique en Provence-Alpes-Côte d'Azur? Delphine Bianchini. Alors, effectivement, donc, déjà le fait d'organiser cet événement aujourd'hui va donner de la visibilité au livre blanc. Auprès des acteurs du tourisme, c'était vraiment l'occasion de leur permettre de donner corps finalement à ce livre blanc à travers leurs bonnes pratiques. Alors aujourd'hui, ce qu'on ne voit pas, c'est les innovations. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, sans forcément lister le nom des innovations, bien qu'on ait parlé effectivement de la calculette verte de Nathalie Artaillet. Mais ça me donne l'occasion finalement de vous donner rendez-vous le 7 septembre après-midi à la Green Management School, enfin l'école Media School qui se trouve en face du parc du Chano, du parc Chano. C'est un événement en fait qui est organisé en off du congrès et qui va justement mettre en valeur toutes les innovations, et toutes les innovations, en tout cas celles qui auront pu se mobiliser pour le 7 après-midi, qui font partie du livre blanc, vont être présentes. Et les acteurs du tourisme ici présents sont également invités pour y participer, pour voir concrètement ces innovations qui sont dans le livre blanc. Ces acteurs du tourisme, mais également tous les autres acteurs du tourisme qui voudraient se rendre à ce moment-là. Donc ça aura lieu le 7 après-midi, à partir de 14h, en face, au campus Media School, 300 avenue du Prado. Donc ça, c'est effectivement pour découvrir toutes les innovations. On parlera également un petit peu plus dans le détail des financements, mais sans rentrer trop dans les détails, mais pour vraiment effectivement permettre de bien comprendre le cheminement, parce que finalement on peut très vite comprendre ce dont il s'agit, comprendre que l'ADEME intervient sur tout et peut vraiment aider tous les acteurs du tourisme sur tous les sujets, alors que la BPI et la Banque des Territoires sont plus présents sur tout ce qui concerne l'infrastructure bâtiment et un petit peu la partie exploitation, mais de manière un petit peu plus sporadique. Voilà, donc ça effectivement, donc ce sera expliqué à ce moment-là, mais on va effectivement redonner de la visibilité à ce livre blanc à l'occasion d'un événement qu'on va organiser un petit peu plus tard, dans les semaines et mois qui viennent, avec la possibilité en fait la livraison de ce livre blanc, non plus seulement en digital, mais en physique, puisqu'il sera imprimé à une édition limitée, conformément à des pratiques durables d'impression à tous les niveaux. On préparera une analyse du cycle de vie de ce livre blanc également, pour bien montrer effectivement en quoi il aura pour qu'on soit vraiment effectivement cohérent dans le message, parce que c'est vraiment notre ambition. Et en attendant qu'il soit publié sous forme papier, les gens qui sont intéressés à le consulter, où est-ce qu'ils peuvent le voir, le lire? Est-ce que c'est disponible pour tout le monde? Tout à fait. Il est disponible depuis aujourd'hui, ce matin, sur le site de Made in Soft et sur tous les réseaux sociaux effectivement, qui sont rattachés à Made in Soft et aux acteurs qui ont participé à ce livre blanc. Donc il est téléchargeable gratuitement depuis ce matin. Très bien.
Merci Delphine Bianchini. Emmanuel Delannoy, vous êtes le secrétaire général donc, de la branche française de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'organisateur de cette magnifique manifestation, de ce congrès mondial. Le fait que les acteurs du tourisme de la région se préoccupent de développement durable, d'être moins impactant pour l'environnement, d'offrir d'autres expériences en matière touristique. On sait le poids important que ça a dans l'économie régionale et même dans l'inconscient collectif des Français. Les vacances au bord de la mer sur la Méditerranée, c'est quand même une espèce de Graal auquel beaucoup de gens accèdent, Dieu merci, chaque année. Quand on est à votre position, est-ce que ce genre d'initiative, ça va dans le sens que vous souhaitez? Est-ce que vous pensez que c'est le genre de choses qui peuvent rester comme héritage de ce congrès mondial? Alors, je vais m'exprimer effectivement à double titre, parce que si je suis aujourd'hui secrétaire général du comité français de l'UICN, c'est un engagement bénévole, et c'est au nom de l'association Humanité et Biodiversité, dont je suis administrateur depuis de longues années. Et la devise d'Humanité et Biodiversité, c'est la biodiversité partout, pour tous et par tous. Et c'est important parce que ça veut dire que finalement, tout commence et tout finit par la biodiversité. La biodiversité, ça concerne évidemment les experts, les professionnels de la biodiversité, les gouvernants, les grands décideurs nationaux et internationaux, mais ça concerne aussi absolument tout le monde. Partout, parce qu'il n'y a pas de lieu dans lequel on devrait s'occuper de biodiversité et des lieux dans lesquels on ne devrait absolument pas s'occuper de biodiversité. C'est pas parce qu'il y a des espaces naturels protégés qu'à côté des espaces naturels protégés, juste à la limite, de l'autre côté, on peut faire n'importe quoi. La biodiversité est un bien commun général qu'il faut protéger absolument partout. Par tous, parce que ça veut dire, je viens de le dire, que tout le monde est concerné par la protection de la biodiversité. Ça fait notre quotidien. Notre santé dépend de la biodiversité, la qualité de notre alimentation, notre qualité de vie au sens général dépend de la biodiversité. Et pour tous, parce que précisément, les actions de protection de la biodiversité doivent être vues finalement comme une manière de partager équitablement les fruits de ce bien commun qu'est la biodiversité au plan mondial, mais aussi au plan local. L'autre point extrêmement important sur lequel je voudrais appuyer, c'est qu'on a parlé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Méditerranée. On est sur des écosystèmes qui sont très particuliers, qui ont une typologie d'écosystèmes qu'on trouve en peu d'endroits du monde et qui sont finalement des écosystèmes très vulnérables, d'autant qu'ils sont extrêmement attractifs, donc ils ont parfois tendance à être un petit peu surfréquentés aussi. Et donc à un moment donné, il y a cette tension qui est intéressante entre la manière dont l'attractivité du territoire est liée à sa biodiversité locale. Le paysage est une incarnation des interrelations entre les activités humaines et la biodiversité qu'on trouve sur les sites à ce moment-là. Et ce sont pour ces paysages, entre autres, que viennent des touristes dans la région. Et finalement, voilà, en conclusion, parce que tout commence avec la biodiversité, tout finit avec ou sur la biodiversité. Tout commence pourquoi? Parce que les acteurs de l'ensemble des activités touristiques et des activités de loisirs de plein air d'ailleurs aussi, dépendent au quotidien de la biodiversité. Mon voisin, s'il n'avait pas de denrées à cuisiner, il ne pourrait pas être restaurateur. Si dans les différents sites dans lesquels vous accueillez les touristes, on n'avait pas ces paysages extraordinaires, les gens finiraient par ne plus venir, la région serait absolument invivable. Donc on dépend vraiment de cette biodiversité. Et alors, Christine Lagarde, d'ailleurs, faisait allusion dans l'ouverture du congrès officiel au fait qu'à peu près 80% des activités des entreprises du CAC 40 en France dépendaient de la biodiversité et des services écologiques que la biodiversité rend. J'ai moi-même remis à Ségolène Royal en 2016 un rapport, donc à l'époque où elle était ministre de l'écologie, où on arrivait à peu près aux mêmes conclusions, aux mêmes chiffres. Donc on voit qu'on est sur des constantes assez fortes, quels que soient finalement les tissus d'experts et les regards qu'on va poser sur tout ça. Globalement, l'ensemble des acteurs économiques dépendent beaucoup de la biodiversité. Et la question derrière, c'est comment on rend quelque chose à la biodiversité dont on dépend. Et quand je dis tout finit sur la biodiversité, finalement, toute activité humaine a des impacts, a des externalités, on va dire. Ces impacts peuvent être négatifs, ça peut être la contribution à l'artificialisation, ça peut être la contribution à des pollutions, ça peut être la contribution à la fragmentation des écosystèmes ou au surprélèvement, l'érosion des sols, etc. Mais ces impacts peuvent aussi être positifs. Et c'est là qu'il y a des leviers d'action extrêmement importants. Il y a une exigence d'exemplarité.
en particulier peut-être pour les acteurs du tourisme, parce que tout le monde, je disais tout le monde est concerné par la biodiversité, mais tout le monde est un jour ou l'autre de sa vie touriste, que ce soit à travers le tourisme professionnel, que ce soit à travers le tourisme de luxe, les croisières, etc. Mais dans l'ensemble des projets qui ont été évoqués aussi, on a aussi des chaînes d'hôtels extrêmement populaires, on a des auberges de jeunesse, on a les centres Lagrange. Ça concerne vraiment toutes les couches de la population. Et quand tout le monde est touriste à un moment donné, on passe dans un établissement touristique, on passe dans un restaurant, on a la possibilité de recevoir ces messages, on a la capacité de comprendre ce que font les acteurs qui nous reçoivent et de se dire, oui, effectivement, il y a des enjeux, et donc on va soutenir ça. Et je pense que l'un des leviers d'action importants du secteur touristique, c'est dire au grand public, voilà, la biodiversité, elle est là, on lui rend tout ça, on lui doit tout ça, on agit pour la biodiversité. Ça a été rapidement évoqué par Florent Colère, le programme Naturact, l'idée de réinvestir dans la protection de la nature et de l'environnement à une échelle locale, l'idée de faire participer les touristes qu'on invite à ces programmes-là, de les inviter à aller visiter les sites où ont lieu ces expérimentations, et ça va de l'agriculture urbaine jusqu'à la protection des petits fonds côtiers dans les calanques, etc. Donc c'est extrêmement varié. C'est une manière d'impliquer l'ensemble des citoyens que nous sommes tous finalement dans la protection de la biodiversité. Donc encore une fois, la biodiversité, tout commence par la biodiversité, tout finit par la biodiversité, et ça concerne absolument tout le monde. Donc il ne fallait pas rester à côté de tout ça. Merci beaucoup, Monsieur Delannoy. Eh bien, voilà. Cette table ronde, cette présentation se termine. Nous vous invitons, pour ceux que ça intéresse, donc, à aller consulter ce livre-blanc des bonnes pratiques touristiques sur le site de Made in Soft. Et puis, au plaisir de vous revoir tous dans les prochains mois, les prochaines années, avec plein de nouveaux projets et plein de réussites à évoquer. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.